Bonjour à tous et à toutes. Good morning, hello, moyen, bonjour, buongiorno, hola a todos. Vertecht so dat als erste Musik ganz froh eine zu sehen am lycée Michel Lucius. Les premiers remerciements vont d'ailleurs, bien évidemment, pour le lycée Michel Lucius qui nous a soutenus. Merci à sa directrice et à toute son équipe qui, dès le début, ont accepté de nous accueillir pour ce débat. C'est un débat dans le cadre des 40 ans de l'ASTI, l'association qui fête pendant cette année ses 40 ans d'existence, essaie de mettre dans le débat public certaines questions. Et la question de la diversité scolaire, c'est bien évidemment quelque chose qui est plus que présente dans la réalité quotidienne de nos écoles, de notre vie. Et c'est pour ça qu'on y est aujourd'hui. On voudra discuter avec vous et avec les différents intervenants de ce sujet. Et surtout, que vous preniez aussi la parole dans la partie où il y aura débat. Il y a aussi, pour les gens qui ne comprennent pas anglais, luxembourgeois, français, des traductions. There are also translations for the people who don't understand either English, French or Luxembourgish, because the three languages will be used here today. You're used to it, but for the case where you don't understand French or Luxembourgish, you can take at the end of the room your speaker. So, with no further considerations, je donne la parole à Marc Schultz. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette manifestation. Merci Sergio. J'aimerais commencer, pas vraiment avec une très grande introduction, mais seulement vous présenter un peu le programme, parce que je ne sais pas si si vous connaissez le déroulement de cette séance pendant la pause de midi. On commencera par une présentation de Madame Murdoch. Ensuite, nous aurions une présentation du IKL. Ils vont se présenter, ou Pierre va se présenter et son association, le moment donné. Et à la fin, vous aurez temps de poser des questions. Respectivement, je vais poser quelques questions à nos invités d'aujourd'hui. Voilà, pour la fin, on a prévu de s'arrêter à 2h moins le quart. Alors vous êtes informés de la durée de cette manifestation, donc je crois que ça ne fait pas trop de problème avec vos horaires scolaires, si je suis bien informé. Voilà, je m'appelle Marc Schunsch et je vais essayer de diriger un peu, pas trop de diriger, de coordonner un peu les questions, et surtout si vous avez des questions dans la dernière partie de cette manifestation. Voilà. Avant de donner ou de passer le micro à Madame Murdoch, qui parlera du sujet de notre conférence débat. Madame Murdoch est chercheuse à l'Université de Luxembourg. De formation, elle est psychologue, si j'ai bien compris. Et comme nous parlons de diversité, de vivre ensemble, ça a toujours un lieu avec la multiculturalité. Et Madame Murdoch, elle a fait ses études aux États-Unis, en Écosse, en Allemagne et travaille maintenant au Luxembourg. Donc c'est un peu le modèle de diversité dans ses études. Voilà, je vais donner la parole immédiatement à Madame Murdoch. You can begin with your presentation. Yes. Thank you very much for this kind introduction, and thank you very much to the Lycée Michel Lucius, and thank you very much to ASTI for letting me celebrate with you your 40th anniversary. What will I talk to you about today? First, I will make some comments about the diverse population structure in Luxembourg. I will then continue with the question, who is actually a Luxembourger today? Provide some theoretical background, and will finish with a case study on growing up with diversity. And following this case study, I would be keen to hear your opinions, because you are the experts as far as growing up with diversity is concerned. This diagram of the Luxembourg population structure will be probably familiar to most of you. Nearly half of the population of Luxembourg is of foreigners.
And this percentage is even higher in the Wilde Luxembourg, where 71% are foreigners spread over 164 nationalities. Most of you will have noticed the buses in Luxembourg, which show the nice slogan, multiplicity. And also the Wilde Luxembourg promotes this multiplicity, this international, as part of its identity. So you can read, for example, on the description, cosmopolitan and multicultural. And Luxembourg is proud to be an international city with residents from 163 different countries. And finally, also at the Lycée Michel Lucius, it is also noted in its description that amongst its 400 students, about 70 different nationalities are represented. So overall, this diversity, this international aspect is very much promoted. So Luxembourg is about diversity at a country level, at city level, and even at the schools. But also on the other side, also more Luxembourgers are there every year. For example, last year, nearly 11,500 foreigners acquired Luxembourg nationality. And with this fact, it's also a question, who is actually a Luxembourger today? And what is a typical Luxembourger? That is a study I conducted with some of my students in 2014. And what you see here is the poster that the students presented as part of their final as part of the results. And as part of the study, we created different, very short vignettes, just describing people who might be living in Luxembourg. For example, born in Luxembourg, to Luxembourgish parents, grew up in Luxembourg, now lives in Germany. Or born in Luxembourg, to Icelandic parents, schooling in Luxembourg, now moves between Iceland and Luxembourg. Born in Luxembourg to an Indian father and a Luxembourgish mother, lives in Germany. Or born in Switzerland to a Luxembourgish father and a German mother, now lives in France. And then we asked participants to rate these vignettes regarding their typicality. How typical is this for Luxembourg? 1 was not typical at all, 5 very typical. And if you've read these vignettes carefully, you will have noticed that we've systematically varied the country of birth of the parents, the country of birth of the person, and the country of residence. And I read 4 different vignettes to you, but in total we had 10. And if you think, for example, we modeled these at people that really exist. An example for born in Luxembourg to Luxembourgish parents, grew up in Luxembourg, now lives in Germany, might be the Luxembourg author Guy Helminger. Or born to Icelandic parents in Luxembourg. Some of you might know Torunn Egilsdóttir. She is a Luxembourg Icelandic singer and television personality. And some of you might have recognized the third vignette, born in Luxembourg to an Indian father. So that is our Ranga Yogeshwar, the Luxembourgish physicist and science journalist. The final person, can anybody guess who that might fit? I show you. It's Prince Liam Henri Hartmut von Nassau. So he was born to a Luxembourgish father, a German mother in Switzerland, and now lives in Germany, in France. And this was noted in a German paper, and it was written, he is ein waschechter Luxemburger, so he is a real Luxembourger. Now, so we then looked at all the participants and how they actually ranked these vignettes. Who is the most typical Luxembourger? And so we used the average scores to rank. And then what you can see here is that the all Luxembourgish vignette, where both parents were born in Luxembourg, the person was born in Luxembourg and the person lives in Luxembourg, was rated as the most typical. And followed then by the one parent in Luxembourg is at second stage. And then so you see that in terms of defining who is typical, lineage, who I am born to, was important. But
we also found a very important difference between the assessments between those who are the native Luxembourgers, whose parents are born in Luxembourg, and those of the second generation. The second generation persons who completed the questionnaire, they rated the born not in Luxembourg, Luxembourg vignette in third place. So they rated this as being typically Luxembourgish. So this shows you that there's also a relative importance regarding lineage through the second generation. For the second generation, for those who have born here, who grew up here, just being here is probably more important or rated as more important or more typical for being Luxembourgish rather than where the parents are born. And to explain a little bit more these findings, I want to introduce some theory, but I will not go into too much depth. So when I ask you, who are you? Then usually you probably answer this question by giving some sort of a category. I am a student. I am a good basketball player. I am Luxembourger. I am Irish with French roots, or something like that. So you place yourself into a social category. And as psychologists, we would then say you assign yourself a collective identity. And part of this is, so the elements of a collective identity are then this first step of placing yourself into this category. This group that you identify yourself as a member of, which might be, as I said, being Irish, being a student, being a basketball player, being whatever. So you will then evaluate other group members as positive or negative. And also what we then call the psychological centrality, the importance of these group memberships might be different. And then you might form your very individual salience of importance. And this depends then, for example, if you see yourself, if it's very important for you to see yourself as basketball player or as being Irish or whatever. So, but this is then individually defined by you. This is your personal salience hierarchy. And what comes into the foreground might also be then influenced on the context. So if you are of Icelandic descent and an Icelandic singer comes to Luxembourg, you might feel more Icelandic. And if a category is important to you, you might then also just show more behavioral engagement. You do more in relation to this group membership. And very briefly, what's the difference between personal identity and this collective identity? Well, the main difference is that the personal identity sits within the individual, and it's what makes the person unique, whereas the collective identity refers to people outside the self. And here, so there are characteristics that are shared with a certain group of people. The focus is on things that people have in common. And the group member commonality might be ascribed characteristics or can be achieved, for example, occupation or political party and so on. And so if you are placing yourself into this group, there are usually some group norms, then the similarities within the groups are usually stressed or emphasized. And the other group members are then positive evaluated. So I base these on the social, we are here now in the realms of social psychology, and that goes back onto the social identity theory and also social categorization theory. And both theories describe group processes. What happens next? You are in group one, and if you then compare yourself to an out group, the differences between these two groups are usually then exaggerated. So whereas your in-group is viewed as more homogeneous than it actually might be, the out-group is viewed as more different than it might actually be. And there you have, within an in-group, you might have people that are very typical or prototypical. And some of you might have experienced this if you don't look or if you don't represent the typicality when you ask them where you're from and you say, well, differdange. And then when you don't look like somebody from Luxembourg, then the question, where are you really from?
And this is then referred to as identity denial. Even though you might have grown up here, you've been to school here, you speak the languages, but you don't look like a typical Luxembourger, the identity of a Luxembourger might be denied to you. And very briefly, I want to just mention a few more concepts. What also results from this overestimation of the similarity with the in-group might lead to something that is called pluralistic ignorance. So you think everybody within the group shares a certain behavior, does a certain thing. For example, with Germans, everybody might think everybody watches Tatort on a Sunday, but very few people actually do. So this would be an example for pluralistic ignorance. Or you have another thing looking at the other side, looking at people from the out-group. Once people are categorized, people might be looked through the lens of this categorization. And this is then called deep personalization. So you don't look at the individual, you just ascribe certain stereotypes or whatever you think attributes that you associate with this group. And another aspect that I also wanted to mention is attribution styles. This is also, for example, when a member of your in-group, or what you consider your in-group, does really well in an exam, you think, yeah, that's because he's or she's so intelligent, or he studies. So you internally attribute. If somebody of the out-group does well, you then attribute externally. You say, well, it was luck, or the exam was easy. Or another example, if somebody from your in-group is late, you might say, well, it's the traffic, he or she has a lot on. So you make allowances, external attribution. If somebody from an out-group is late, then you say it's typical. He is a bad person, or he's always late, or he can't, or she can't get herself organized. So also these group processes, what I wanted to say, show how you view others and also how you attribute certain characteristics to others. And the last term I wanted to introduce is something which is Rockers and Brewer have worked on, that is called social identity complexity. And simply what is behind this, you have group 1 and group 2, and what they're interested is in the overlap. And there are people who, and the overlap is then people who don't do this categorization in terms of depersonalization, who might actually try to understand the other group better, who are actually taking the perspective of the other, might see more similarities, and what we actually want to is move towards a degree of overlap, reduce the differences between these groups, and actually increase the overlap. And how can we increase the degree of overlap? Very crucial thing, the very advantage that we have in Luxembourg, and that is culture contact. Because culture contact allows you also to question your own beliefs, your own behaviors, what you're doing. And that is the first step of perspective taking, that you actually put yourself into the perspective of somebody else. If you live on an island surrounded by the same people in a completely homogeneous environment, you don't question yourself as much. But here you get this opportunity to actually reflect on group processes, take the perspective of somebody else. Within the school context, you are learning, you're acquiring knowledge, you learn about the history, you learn about how borders have changed, how change was always part of life. And the nice thing is also part of this conference is that within the school context, you foster critical thinking. And this critical thinking, questioning sources, is the key ingredient to avoid extremism. And here I quote the Council of Europe: extremism can only take root when young minds have not been taught to understand diversity rather than fear it, and when people struggle to think critical for themselves. So within the school context, also being surrounded by so many different nationalities, what you can learn is to live together as democratic citizens in a diverse society. And also my colleague Pierre, with his trainings, this is exactly what they achieve or what they try to do, and what he's also going to talk about in more depth afterwards is actually how these trainings can happen to teach to appreciate diversity.
And from my own research, I mean, one aspect that I'm researching, what I have found is also there's this aspect of how is nationality perceived? Is it seen as something nativist, something that is acquired through lineage, through birth, or is it something that can be acquired later on? And so if you perceive nationality as passed on through lineage, then it's per definition an exclusive category because you can only acquire it through birth. And what I would promote is more inclusive understanding of nationality, and that you can also, on the one hand, be more than one nationality and also acquire it later in life, and then so be open. This also then means, by definition, that plurally composed societies are more complex because you can't just put people in simple boxes, in categorizations. Your traditional national ideas about nationality might not fit anymore because you have what is called stroke identities. You might have Irish Germans or Luxembourgish with Italian roots or French Dutch people, complete mixtures. And this is another, what I would say, gift of a diverse society, that you can be more than one nationality, and that these simple group memberships can't be as easily ascribed. And what I also have found in the case study that we'll present next is the question whether group membership in terms of nationality actually goes into the background and the individual, the person, moves to the foreground. And this is a case study that another student of mine conducted in the south of Luxembourg. And she specifically was interested in friendship networks. How do friendship networks form within diverse student populations? And she conducted this study in 4 different classes in a lycée in the south of Luxembourg. Just over half of the participants were male. The average age was about 16 years. The youngest 14, the oldest 18. And 80% were born in Luxembourg. And there were, in the sample, were 17 native Luxembourgers, that is, people whose both parents were born in Luxembourg. And the first nationalities were spread like this. You can see that just over half were Luxembourgish, then Portuguese was the second strongest nationality, Italian, and then there was a big mixture of different nationalities. When you also see what I have then classified as natives, those who have 2 Luxembourgish parents, this was only 20%, yet 51% indicated to be Luxembourgish. And to me, this is also very important because this is the felt nationality. So this is the people indicate what they feel. And so, of course, this is Luxembourg, so we asked about the languages, what languages do they speak? And the mother tongues was an equal split between Luxembourgish and Portuguese. People also spoke other languages. And with the parents, they usually spoke the mother tongue. And Luxembourg language competence was really high. But the language spoken with the best friends was predominantly Luxembourgish. So you had nearly 2/3 spoke only Luxembourgish with their best friend, and another 30% spoke Luxembourgish, plus only a tiny minority of students only spoke in a non-Luxembourgish language. Then we asked on what basis the friendships are formed. And here we've provided categories, and the students could name more than one category. And what you can see here, the overwhelming characteristic or the overwhelming category named by the students was character. So the friendships were formed on the basis of the character of the person. So nationality, language, other aspects just played a minority role. So, just one final concept, the co-culturation, which was introduced by the German sociologist Heinz Reinders. He postulates that for you, young people, for you growing up with different nationality is the norm. This is just typical for you. This is what you grew up with. And therefore is the question whether this group membership nationality really moves into the background and that the individual, the personal characteristic, moves into the foreground. So the question I would like to close with is, have we really achieved this notion of living together as equals in a plurally composed society?
And I would like to discuss this later with you as experts and obtain your feedback whether you experience what the students also indicated from this lycée in the south of Luxembourg. Thank you very much. Merci beaucoup, Elke Murdoch, pour cette présentation. Voilà, vous avez parlé d'identité, de nationalité, de caractère et de la diversité au Luxembourg et des implications pour la démocratie luxembourgeoise. Donc, merci, on va revenir dans la discussion. Donc, quelque chose qui m'a frappé, donc, c'est l'importance de ce qu'on est sur le papier et de ce qu'on vit dans le quotidien. Voilà, je passe la parole maintenant à Pierre Dillison du IKL. Il va se présenter son institution et ainsi que leurs activités. Alors, merci beaucoup pour cette occasion aussi de présenter notre travail. Alors d'abord, je vais bien sûr vite présenter ce que nous on fait et puis aussi parler un peu des expériences qu'on a fait aussi dans les écoles et entre autres aussi ici au Michel Lucius. Alors d'abord, le Centre d'éducation interculturelle IKL, c'est un centre qui est géré d'un côté par l'ASTI et de l'autre côté aussi le ministère de l'Éducation et nous sommes soutenus par la ville de Luxembourg. La mission du centre est de favoriser le vivre ensemble au Luxembourg à travers des ateliers destinés aux écoles primaires et secondaires, la création de matériel pédagogique et des formations pour des enseignants, des éducateurs et aussi d'autres multiplicateurs. Lors de ces ateliers, nous traitons différents sujets, comme par exemple les migrations et l'évolution de la société luxembourgeoise, mais aussi la situation linguistique au Luxembourg, les compétences interculturelles, la violence ou le racisme, avec le but d'aider les jeunes à mieux comprendre notre société. La création de notre centre était la réponse en fait à la situation multiculturelle au Luxembourg il y a 30 ans. Alors le centre existe déjà depuis pas mal de temps maintenant. Et depuis, cette situation, elle s'est amplifiée. Nous remarquons par exemple que la demande des formations sur la communication interculturelle et la relation entre la culture et l'éducation a fortement augmenté ces derniers temps. Alors il n'y a guère un enseignant ou un éducateur qui ne soit pas confronté à la diversité en classe. Que cette diversité soit un défi n'est pas surprenant vu les dimensions qu'elle a pris. Alors, quand nous proposons des ateliers sur la situation linguistique dans l'entourage des élèves, nous sommes toujours à nouveau étonnés par le nombre de langues parlées par les élèves. Alors, il n'est pas inhabituel d'avoir une dizaine de langues maternelles différentes dans une seule classe, et aussi des élèves qui parlent 4, 5 ou 6 langues. Mais le plus émouvant, c'est d'entendre aussi les histoires derrière ces langues. Quand les élèves présentent leur portrait langagier, par exemple, souvent, ce n'est pas une énumération des langues que l'on parle, mais c'est l'histoire d'une famille. Comme pour le jeune luxembourgeois, pour qui l'italien, une langue qu'il ne parle pas, est très chère car c'était la langue de sa grand-mère. Ou le kosovar qui nous a demandé qu'il peut aussi ajouter l'arabe à son profil car c'est la langue de ses prières. Ou par exemple le cas d'une jeune capverdienne qui a déjà vécu dans différents pays et qui parle entre autres les langues du pays, alors le français, l'allemand et le luxembourgeois, mais aussi le néerlandais, le créole, et elle a aussi demandé d'ajouter encore le japonais, la langue utilisée lors de ses cours de karaté. Et le fait que les élèves soient plurilingues et les écoles luxembourgeoises très multiculturelles ne signifie pas forcément que le vivre ensemble va de soi. D'un côté, il y a un grand intérêt des élèves pour les autres langues, surtout les langues dites exotiques, mais en même temps les langues éprouvent un malaise, ou les élèves éprouvent un malaise quand des groupes d'enfants parlent entre eux des langues qu'ils ne comprennent pas. Souvent, ils nous rapportent qu'ils craignent qu'on se moque d'eux derrière le dos. Dès qu'une langue luxembourgeoise inclue devient un outil d'inclusion, voire d'exclusion, ou que la maîtrise d'une langue a un impact sur les rapports de pouvoir au sein d'un groupe, il y a des risques que des tensions se créent. Pour cette raison, nous jugeons aussi qu'il est important d'en parler aux élèves pour qu'ils acceptent le fait de devoir lâcher prise de temps en temps, qu'ils acceptent le fait que d'autres puissent parler leur langue maternelle. On utilise normalement l'exemple de 2 élèves luxembourgeois qui sont en Finlande et qui parlent le luxembourgeois à l'école finlandaise. Cet exemple, souvent, les aide à accepter le fait que certains de leurs camarades préfèrent parler de temps en temps d'autres langues que le luxembourgeois à l'école. Mais en général,
nous avons l'impression que les élèves s'intéressent beaucoup à leurs camarades de classe et qu'ils sont fiers de présenter leur profil langagier. À notre avis, cette fierté est importante pour les jeunes afin qu'ils puissent développer une image de soi positive. Lors de nos ateliers migration et identité, nous remarquons que beaucoup de jeunes qui sont entre les cultures, surtout des immigrés de deuxième génération qui ont grandi au Luxembourg, sont à la recherche d'une identité. Ils considèrent le Luxembourg leur pays et ils veulent rester ici, mais ils ne se considèrent pas comme des luxembourgeois. Ou, parfois, ils ne sont pas considérés comme des luxembourgeois par les autres. Pourtant, dans le pays de leurs parents, ils ne sont pas considérés comme des locaux non plus. Dans ces circonstances, la présentation des migrations au Luxembourg s'est avérée plutôt comme travail d'identité que d'un cours d'histoire. La présentation des premiers immigrants portugais, par exemple, comme des gens qui ont fui une dictature, qui ont dû participer aux guerres d'indépendance des colonies africaines et qui n'ont souvent pas eu le droit de continuer leurs études après la 4e année primaire, montre une image plus nuancée que le discours de la main-d'œuvre non qualifiée qui est venue au Luxembourg chercher du travail. Cette image plus nuancée suscite souvent l'intérêt et je dirais même le respect des élèves avec des origines portugaises et leurs camarades de classe envers ces immigrés de première génération. Non, mais en fait, la présentation aussi d'expliquer aux jeunes pourquoi les Portugais de la première génération sont venus au Luxembourg, ça les aide aussi à avoir du respect, ou développer le respect envers ces personnes-là. Et c'est aussi une valorisation de l'histoire de l'immigration. Et c'est aussi beaucoup d'élèves avec des origines portugaises qui en fait ont moins de problèmes à accepter aussi l'histoire de leur famille. Et un autre aspect très intéressant de ces ateliers, c'est le fait que surtout les élèves des classes internationales, entre autres ici au lycée Michel Lucius, apprécient l'exposé de l'histoire des migrations au Luxembourg. Alors des ateliers où on explique aussi pourquoi les différentes vagues migratoires ont eu lieu et aussi pourquoi les Luxembourgeois ils ont en fait quitté le pays, surtout il y a une centaine d'années. Et c'est souvent ces élèves-là qui peuvent se référer à ce sujet aussi à cause de leur histoire. C'est une histoire personnelle et ils ont un besoin d'en parler. Alors certains d'entre eux ne restent que peu de temps dans les pays, alors ils vont en fait avec leur pays, ils habitent dans différents pays. Et pour eux, c'est important de comprendre les migrations. Et c'est aussi une raison, c'est qu'ils veulent comprendre leur vie. Parler de leurs expériences migratoires peut les aider à développer un sentiment d'appartenance ici ou ailleurs. Mais l'objectif principal de ces ateliers est de faire comprendre aux élèves la situation actuelle de la société luxembourgeoise. C'est la composition de la population et du marché de travail, d'où et pourquoi viennent les immigrés, quels sont les droits et devoirs des réfugiés, etc. En tant qu'habitants et citoyens de ce pays, ils ont leur mot à dire car dans un futur proche, ce sont eux les acteurs de la construction de la société. Dans ce cadre, nous leur demandons comment ils perçoivent notre société multiculturelle, quels sont d'après eux les avantages et les inconvénients de cette société. Les jeunes en général, ils répondent ouvertement. Alors, ils n'hésitent pas à faire savoir leur point de vue, d'argumenter et aussi de défendre leurs idées. Certains disent que les personnes qui travaillent ici devraient parler le luxembourgeois. D'autres pensent qu'il suffit de parler le français. Pour certains, des immigrés qui ont une culture très différente de la leur posent un problème. Pour d'autres encore, ils rendent notre société plus intéressante. Et pour les uns, une société multiculturelle nous rend plus tolérants. Et pour d'autres, le seul avantage se résume à un grand choix de restaurants offrant des plats internationaux. La discussion la plus intéressante pourtant tourne autour de la culture, la nationalité et l'identité luxembourgeoise. Certaines exceptions se focalisent sur les traditions et les plats traditionnels. D'autres valorisent le multiculturalisme et le plurilinguisme. Parfois, il y a même des contradictions très intéressantes. Par exemple, lorsque certains jeunes d'origine étrangère se considèrent être des luxembourgeois, mais en même temps prétendent qu'un vrai luxembourgeois doit avoir des grands-parents luxembourgeois par la mère et par le père.
Et ce qui est sûr, c'est qu'il s'avère difficile à vraiment définir qu'est-ce qu'un vrai luxembourgeois, comme l'a déjà présenté Elke. Mais pour conclure, les discussions lors de nos ateliers sont très enrichissantes, mais ce que nous constatons souvent, c'est qu'il y a aussi des mauvaises compréhensions ou des confusions en ce qui concerne certains termes. Par exemple, qu'est-ce que c'est un migrant, qu'est-ce que c'est un réfugié, aussi quels sont les droits et les devoirs des différentes personnes. Et pour cette raison, nous estimons que c'est d'autant plus important de parler de ces sujets, aussi pour aider les jeunes à comprendre les discours publics, pour leur permettre de se former une propre opinion et ainsi aussi de devenir des citoyens responsables et éclairés. Merci. Voilà, merci Pierre. Et c'est intéressant de voir que l'IKL a commencé son travail éducatif et ses réflexions déjà il y a 30 ans, où on ne parlait pas d'une société multiculturelle, d'une société diverse comme nous n'avons aujourd'hui au Luxembourg et bien sûr dans les écoles et notamment également ici au lycée Michel Lucius. Donc, avant de passer à la discussion, j'aimerais inviter Max et Laura de venir ici pas à la tribune, mais à la table. Je vais brièvement présenter. Vous pouvez rester debout un instant pour que tout le monde puisse vous voir. Donc, à votre droite, c'est Laura Zoé, qui est élève ici au lycée Michel Lucius. Elle a 19 ans, elle est en classe terminale, donc en classe de première. Elle a passé quelques années de sa scolarité ici au lycée. Elle est membre du comité des élèves et s'intéresse bien sûr au développement politique et sociétaux de ce pays. Donc, merci d'être avec nous. Elle sera là pour discuter avec nos experts et également avec vous. À votre gauche, vous voyez Max Bindner. Il était élève il y a quelques mois encore. Maintenant, il est étudiant à l'Université de Luxembourg en droit. Lui, il était président du comité des élèves au lycée classique de Diekirch et tous les deux sont engagés dans un organisme que vous ne connaissez peut-être pas, une organisation qui s'appelle Conférence nationale des élèves du Luxembourg. Donc, il regroupe un peu les comités des élèves de tout le pays. Donc, ils sont également engagés à l'extérieur de leurs écoles ou de leurs institutions où ils étudient maintenant. Merci Max, merci Laura. Vous pouvez prendre place. Voilà, vous avez eu maintenant le temps. C'est un peu comme à l'école, vous avez dû écouter pendant 3/4 d'heure. J'espère que ce n'est pas toujours le cas pendant vos cours. Je suis d'avis que ce n'est pas le cas. Donc moi, j'aimerais poser à tous et à toutes qui sont dans la salle quelques questions et vous allez répondre à cette question en montrant tout simplement votre bras ou votre main. Donc ce sont des questions, je commence par une question très très facile. Et peut-être à la fin des questions qui sont un peu plus difficiles. Mais tout le monde, également les adultes et les invités de l'extérieur, doivent, ou je demande de répondre à ces questions. La première question, donc très très facile. Qui est élève ici au lycée? Montrez la main. Voilà, c'est la majorité. Voilà. Également ceux qui sont ici devant dans la salle. Voilà. Deuxième question. Qui habite ici au Luxembourg? Habiter, qui habite ici ou qui vit ici? Habiter et vivre, c'est... Voilà, merci. Voilà une question qui n'est pas trop difficile non plus. Qui est né au Luxembourg? Au Grand-Duché, tout le... Voilà. Voilà, je ne pose pas la question qui n'est pas né. Bon, on peut voir qui est né là, on peut poser les autres questions. Voilà, une question... La question suivante, qui a au moins un de ses parents, donc mère ou père, qui ne sont pas luxembourgeois ou luxembourgeoises? Voilà, le résultat est pas trop surprenant. Voilà, donc la question qui ramène un peu vers la thématique que Madame Murdoch a présentée. Qui parle le luxembourgeois? Voilà, je n'ai pas demandé qui parle très bien ou parfaitement, qui parle le luxembourgeois, merci. Voilà, qui ne parle pas le luxembourgeois? Voilà, c'est une petite minorité. Donc, qui parle plus que 3 langues?
Est-ce qu'il y a des... Ouais, voilà, plus que 3, donc c'est beaucoup. Et la dernière question, qui a la nationalité luxembourgeoise? Donc un passeport, une carte d'identité luxembourgeoise. Également une très grande majorité. Merci. Donc c'était des questions qui n'étaient pas trop difficiles, je suppose. Voilà, je vais passer, pas tout de suite le micro dans la salle, mais je vais poser une question à nos invités, Max et Laura. Et je commencerai par Laura, qui va répondre, je crois, en anglais, si ça ne pose pas de problème pour toi. Donc, toi, étant élève pendant 7 ans dans un lycée ou plusieurs lycées luxembourgeois, est-ce que tu as vécu la diversité dans tes écoles ou c'était jamais une thématique? As I've been in this school and also in one other school and also throughout the primary school that I've been in, I've sometimes been concerned about diversity and also seeing diversity in my class but also in my school. As far as I can tell right now in this school, it's been the most diverse experience I've ever had, which also has a lot to do with the international school offer we have here. But I've never had any problems considering diversity or having any sort of exclusion experience, also with fellow students that might happen to be in a minority in this country or in general. I've of course heard from certain people that I consider friends or that I don't know as well, that they've had experiences that are rather on the negative side here in Luxembourg, but I think that's it's a minority of people that has negative experiences, at least from what I know. Merci Laura. Donc, une expérience de diversité qui n'a pas posé des problèmes. Donc, je passe donc ma question à Max Pintner, qui était dans un autre lycée sans section internationale. Si je suis bien informé, comment est-ce que tu as vécu le vivre ensemble de beaucoup de nationalités et de beaucoup de diversité dans ton lycée et dans tes classes, les années où tu étais encore élève au lycée? Je pense que pendant mon temps au lycée à Diekirch, il n'y avait jamais vraiment des grands problèmes entre les différentes nationalités. C'est aussi surtout puisqu'il y avait beaucoup de différentes nationalités, mais jamais vraiment de grands groupes, puisque une chose que je viens aussi de remarquer à l'université, dès le moment qu'il y a des grands groupes et des personnes n'ont plus besoin de parler avec des personnes des autres nationalités, ils commencent à s'enfermer. Mais pendant mon temps au lycée, il n'y avait pas ce problème-là. Et même que nous avions une classe de réfugiés, je pense que même pour eux, c'était assez facile aussi d'apprendre le luxembourgeois, puisqu'ils étaient vraiment bien intégrés dans la communauté scolaire. Et maintenant, à l'université, on peut vraiment très bien voir qu'il y a, dans ma promotion, il y a un tiers de luxembourgeois, un tiers de français. Et c'est souvent que les luxembourgeois, ils restent entre eux et les français restent entre eux. Et avec le temps, ça s'améliore, mais ça reste toujours assez difficile puisqu'il faut toujours, à premier contact, il y a toujours la peur de faire le premier pas. Donc, ça, c'est souvent le plus grand problème d'un point de vue de la diversité. Oui, alors 2 fois un peu une réponse identique, donc le vivre ensemble sans très grand problème, ni ici ni au lycée de Diekirch, mais quand même on a une discussion autour de la diversité et du vivre ensemble, et il y a des chercheuses ou des chercheurs comme Madame Murdoch qui travaillent sur cette thématique, et c'est la thématique de cette conférence débat. Pourquoi discuter sur quelque chose qui apparemment n'est pas un problème? Madame Murdoch, comment pourriez-vous répondre à cette question-là?
as I said in my very introductory slides, we always try to emphasize, or the Wilde Luxembourg, the Lycée, they're all proud to have all this different international, this cosmopolitan presence. However, in living together, also just living together with these diverse societies, also certain rules have to be established. So, for example, I mean, what you've just described, that then the on the one hand, there has to be also the school has to function, so there are certain rules everybody has to apply to. So at the moment you are sitting, you are listening, I'm talking, and so this is an established rule that's a group norm that everybody adheres to. So it would not be appropriate now to heckle or to shout or whatever. So I think, but this is a basic. So first, there are certain rules, certain norms that have to be negotiated, and then what. You can't also force people to come together. I've also found, I mean, I have lived in different in different countries, and usually because of your upbringing, because of the literature you've read, because of television programs you've watched, there is something you have with your fellow countrymen or people who have a similar experience in common. So there is less to explain. So there is something that explains, because it is familiar. So this familiarity is also comforting. So it is understandable why people in a foreign country might then look out for fellow foreign country women and men, because it is familiar. You don't have to explain yourself. People have a very similar experience. However, then in the next stage, it's also this boundary spanning, also just learning something new, having this openness. And also, I mean, we've just discussed this earlier, also. I mean, I've learned about my having German roots by being abroad. I mean, I wasn't aware of how German I was before I traveled. On the other hand, with every station that I've had in my life, and now I've been here for many years, you add different experiences. You widen your horizon. And I think the key skill is that you're open, that you let this happen, because then it enriches your life. But it is also more complicated, because you have to question yourself, and it is more complex. It's a little bit more work. But on the other hand, if you are open and engage in it, then it also widens your horizon, and then your sphere of experiences is much, much richer. And not just in terms of food, but also in terms of, which is very, very important. In all my studies, it's always mentioned food. That's the one thing that people always talk about, also in terms of traveling. So it's an essential aspect. And I think this is, and then I close, because what I'm also trying to do in my research is actually looking at the concrete phenomena of living together. What is it, the art of compromise people bring to the table to make a plural society work? And I think this is what we need to work on. Thank you. Okay, so being a German, feeling like a German in Luxembourg, having studied abroad in a couple of countries and now working in Luxembourg, perhaps living in Luxembourg, I don't know, and living in Luxembourg, so that shows all the complexity of being and living here in Luxembourg. Peut-être la prochaine ou la question suivante à Pierre Dillissen, avant de vous donner la parole pour poser des questions. Vu ton travail avec les écoles, dans les écoles, IKL, c'est l'abréviation de Interkulturelles Lernen, donc Intercultural Learning, is that correct? Yes, thank you. Diversité, c'est un fait, c'est un problème ou c'est un défi? Bah, d'abord, je dirais que c'est un fait, car n'importe où on l'a vu, oui. C'est toujours un fait. Toutes les écoles sont tellement diverses. Et puis, voilà, c'est toujours la question, est-ce qu'on fait de ce fait une chance ou est-ce que ça reste un défi? Car je pense que n'importe où on va, c'est une grande chance d'avoir tellement de langues différentes. Et aussi, comme Elke vient de dire, c'est une chance d'apprendre d'autres cultures. Et aussi d'apprendre beaucoup plus sur sa propre culture. Mais de l'autre côté, bien sûr, et surtout pour les enseignants qui doivent enseigner dans un tel contexte, c'est toujours un défi. Surtout les langues, bien sûr, c'est toujours un défi.
car est-ce qu'on aura le temps de tout traduire dans les différentes langues? Et pour les élèves, par exemple, quand ils ne parlent pas la langue d'instruction, est-ce qu'ils auront les mêmes droits d'apprendre que les autres? Car là, il y a un risque d'une discrimination. Mais de l'autre côté, bien sûr, on a aussi la possibilité de profiter aussi d'apprendre sur les autres cultures et d'apprendre différentes langues. Alors je dirais que d'un côté, c'est un fait, et ce n'est pas maintenant notre rôle de dire c'est bien ou c'est pas bien, car c'est la situation. Et nous, on doit apprendre à vivre avec cette situation. Si quelqu'un d'entre vous a déjà une question, une remarque ou un commentaire, voilà, montrez tout simplement le doigt. Sergio passe avec le micro et attendez que le micro soit chez vous. Voilà, donc il y avait là une première question, première demande. Voilà, et il y a encore quelqu'un qui nous assiste. Voilà, et peut-être préciser à qui vous voudrez poser la question. I'm asking everybody who thinks they have an answer. I work here as a psychologist in private practice. I'm in Luxembourg only for 4 years and a half, so please understand that the number of people I have managed to talk to is limited and the information I have will be limited. But my main question is related. I'm so glad that you two who have gone through this multi and diverse society in the school never was exposed to any kind of discrimination. Unfortunately, what I'm hearing from some parents, they are facing difficulties in the primary school level when the child has just arrived to Luxembourg, so they were not born here. They are not only new to the new educational system, but the big problem is the languages, and because they might come from families where they already speak 2 other different languages. And we know in psychology that it's a common myth that children are like a sponge and can just absorb any number of languages. And we know that the Luxembourg is facing also this other problem, that the children are facing more difficulties. My question concretely is, do you know what the Ministry of Education or the government, I don't know which other office would be responsible, is concretely doing to help the teachers on the primary school level deal with this multi-language and multicultural challenge which is posed? Because there were parents who had problems with the teachers not really understanding difficulties of the child. So maybe after only 3 months when the school has started, the child was considered to be either with deficit of attention, etc., when maybe only the language was a problem. Or the child was complaining of other children telling him or her that they are stupid because they can't express themselves, and it took more than a year. So different kind of bullying. So that's the question, is the support the teachers get, if any. Okay, thank you for the question. It's a little bit difficult to answer because we have no one from the ministry sitting here. But perhaps it's a question from psychologist to psychologist, and perhaps to Pierre Delissen as well, because he is working in the schools, so working in some way for the Ministry of Education. Elke, perhaps, if you have an answer to this question. I'm not from the ministry, but I mean, it is the question of mother tongue is indeed crucial, because if people speak 2 different languages at home, come here, have another 3. So what happens with the mother tongue? And then if people then try to help their child by learning French or something and speaking then in a 3rd language to their children is very difficult. But I see also, and I know that this challenge, for example, of diagnostics is taken up, because quite often we don't have the right tools to diagnose children who are multilingual. If you give them a language test, it's usually designed in 1 language, but it doesn't take into consideration that the child might be speaking in 3 different languages and have the vocabulary in the 3 languages together of a monolingual child. So there's a deficit, and I know this from other colleagues, also in terms of the language assessment, that we don't have the right tools to do proper diagnostics. But I can't systematically answer your question because I'm not in that field, but I know that there's work being done, but it's very much at the early stages.
But the question is linked to how to learn languages in Luxembourg. Pierre Delissen. So thank you very much for the question. I think it's a very crucial one and also a very interesting one. I will not speak on behalf of the government now because there are things being done. I think one example would be this school, where there's also an English-speaking section regarding the problem of discrimination within the classroom, also the bullying. What we actually try to do is we try to work with the kids and also make them understand the whole situation, and also through different activities and also games just try to make them understand what it is like to be in this situation. Also just to foster respect for these people, so that so what we always use as our slogan is this learning to live together, because I think that is crucial. So it's and therefore also what we call intercultural education. It's not for foreign pupils coming to Luxembourg, it is for everyone, because everyone here in Luxembourg needs to live together here. And therefore we think it is important for everyone. So what we try to do is that we actually discuss the situation and also try to make them understand. We also have different workshops where it's about the language and the language situation in Luxembourg, just to make them understand what the challenges are. But on the other hand, of course, there is always the risk of discrimination. And I think that's not only here in Luxembourg, that in many countries that the right to education doesn't only stop at schools, but it's also, are people allowed to learn in a school? And therefore, of course, the language of instruction plays a crucial role. But I think that maybe it would be interesting if someone from the school would also maybe want to add something, because I think this is a very interesting case here, because this is there is an English-speaking section here in the school, and I think that this is already an answer to this challenge. Thank you. So we have had the chance 3 years ago to open also international classes in primary. And I think that that's one of the possible answers from government, is to open different systems that are maybe more suitable to children arriving newly in Luxembourg. But maybe also our students could have an answer. We are trying to fit the system of the school to the needs of the children. So it's not always in all circumstances possible, but we try. I don't know if you have success in that. Maybe that you can give an answer, how you experience it. The question is that we try to adapt the school system to the needs of the children, the students. Sorry if I mention children here now. Because I think that's what's very important, is that we are not hindering success due to a lack of school languages. And I think that's one of the more crucial aspects, that students coming from abroad, from different contexts, because of all different reasons, they are having to as refugee, being in a difficult situation, fighting for their lives, or they're coming here with the parents locating for a job opportunity. So I think that's very different reasons why you are here, and we are so glad that you are here. And you are enriching the school life together because of your experience, because of what you have interest. And I think really that is important, that we are tailoring the school so that the ability of the students are not hindered due to a too rigid or too old-fashioned or too language-limited system. I think that might be one answer. Voilà. Merci. Merci. C'était un commentaire plutôt qu'une question. So I see it also as something very positive, and I hear that a lot of people have a positive experience about diversity at school. But I was born in Luxembourg, and I have to say I didn't have such a positive experience of diversity at school, because I was a victim of racism towards me, coming from a lot of teachers. And that's why I say it changed a lot. Luxembourg changed a lot, because I have a lot of friends today who are also teachers, and a lot goes through the teachers, through the education in school. And for example, in history, I remember at my time we were asking to cover the topic of slavery. We were 2 dark-skinned students, and it was important for us to talk about it, because it was not on the program. But
all history teachers refused to do it. They didn't want to do it. But it was really important. So I think it would have helped other students who were calling us the N-word to stop calling us this way. And I think that changed today. So I want to acknowledge everything that teachers are doing today. But I just want to tell them also they have a major role in the education of students, children, primary, secondary school. And I hope they understand it because, as you said also, Mrs. Murdoch, in the research, what I like to say is it's important that we talk about integration and not assimilation, which are two main different things. Because you can be a Luxembourger and seeing your roots as something positive, something that makes you rich, either Portuguese, Italian, I don't know, Cape Verdean, German, however, African, American, English. It just makes you richer, and you should see it as being proud of it, and that it makes you stronger. In the other side, assimilation is denying your roots, which doesn't help you to identify yourself to a certain group. So I love saying always when people just say, okay, you are Luxembourger. No, I'm Luxembourger with whatever roots. I can be Italian Luxembourger, I can be, without having the Italian nationality. A nationality is just something that is on a paper. And you can have one paper, but you can recognize yourself as having multiple nationalities or cultures. Because some children, they have a mom which is Irish, a dad who is Portuguese, then grandparents who are maybe one of them is African, the other one is Asian. And how far can we go to say, okay, you are a typical Luxembourger or you look Luxembourger? Because I have to say, how you look plays a major role, how people recognize you or want to identify you. Because you can say that you were born here, that you went to school here, that you see yourself as being a Luxembourger, but still people give you a certain denial because you don't look Luxembourger. But when I look today at my nephews, at kids of my friends, how does a real Luxembourger look like? I can't answer the question, and I'm convinced that no one can answer this question because we all look different, and it's not because you have a certain way of looking that you are a Luxembourger. And that, I think, is really important. But I just want to say my end point is that schools like Michel Lucius, they are doing something really great because in mixing the English-speaking education with the Luxembourgish-speaking education, I think those two systems makes it a real diverse school. And something like that should be in all schools because I think when I see at the students here, they are sitting all together and they might speak all together and they have the same interest. And so I hope that I'm convinced it's the answer in the future to make diversity really something positive for everyone. Thank you. Perhaps. Thank you. Make diversity great again. Perhaps one more comment or question or as a reaction to this, what the young woman told us. Yes, here on the left. I grew up in Luxembourg as well. I was born in Germany, but I grew up here since I was 3 years old, and already racism started for me back in kindergarten. So it was 15 years ago. It wasn't even that long ago, actually. So, for example, we had a Chinese day where we all got put some rice hats onto us, and then we were supposed to pull our eyes to the side and take a picture together. So it was the teachers actually who did that to us. Back then we didn't know it was racist, so we kind of just grew up with it. And also that in primary school I was the only black girl because when my sister moved to secondary school, then I was alone. So we were the only black people in the whole village, so everyone was just white. So there was no real diversity. And also when I went to secondary school, I was still with my sister and then a couple of friends, the only black people there. So everyone was just used to saying the N-word and calling us nigger, and the teachers never did anything.
Merci. Merci. Voilà, ici. Oui, je veux juste faire un petit commentaire aussi qui rejoint ces dernières idées qu'on vient d'entendre. Dans le cadre de mon doctorat que j'ai fini en janvier de l'année dernière, j'ai pu entendre plusieurs récits, comme ces dernières histoires qu'on a entendues. Donc, j'ai interviewé la seconde génération de Portugais ici, des enfants issus de l'immigration portugaise. Et on aurait pu croire qu'ils ne sont plus victimes non plus de ce genre de situation de la part des professeurs, de camarades de classe. Et pourtant, je les ai entendus. Et c'est pour ça que une des choses que je veux pointer, c'est le fait de... Je ne trouve pas cohérent de parler des écoles comme un tout au Luxembourg, parce qu'on observe une chose qu'une auteure, ça n'intéresse pas, appelle la donne résidentielle. En fonction de la ville où on habite et voire du quartier, les compositions des classes sont différentes et par effet domino, ça va infléchir les parcours, les histoires de vie, les parcours professionnels et ainsi de suite. Donc ce serait peut-être le moment de prendre en compte cette donne résidentielle et de peut-être que ce lycée est un très bon exemple et c'est merveilleux, mais au niveau des écoles primaires, et j'insiste en fonction des compositions de classe, il s'agit d'un débat tout à fait différent, donc ça part dans d'autres histoires. Et pour terminer, juste un petit commentaire par rapport à l'identité, aux identités. On peut parler d'identité hybride, de stroke identity, d'une multitude d'identités. Je trouve qu'il faudrait peut-être comprendre avant tout qu'il s'agit d'un processus, donc c'est quelque chose qui n'est pas terminé, ça ne sert à rien de mettre un mot dessus. Il faut parler d'un processus, d'un travail qui se fait au cours de la vie. Et je parle par rapport aux identités personnelles, mais aussi aux identités collectives et nationales. En ce sens-là, vouloir rester ce que nous sommes, et ça n'a aucun sens parce que voilà, il s'agit d'un processus. C'était juste ces deux petits commentaires que je voulais faire. Merci. Merci. Peut-être c'était pas toujours des questions, mais des commentaires, mais peut-être des commentaires auxquels vous voulez réagir ou répondre. Donc c'est un peu le rôle de l'école fondamentale, secondaire. Donc c'est quelque chose qui ressort. Donc Elke. Because the comment that identity it's a process. I didn't focus on identity development today because sometimes people think it's fixed, but it's you in Germany you say also you Identitätsarbeit leisten. So it is something that is continuously worked on. So, and I thank you. I just wanted to thank her for pointing this out. It's a process, and it's work, and it changes. And also, I mean, you as a person change throughout life, and also what is important to you, and also how you see yourself. And I think what you also mentioned about this hybrid identity, you can call it. Also, I mean, what I didn't mention, I mean, what I've also come across here in my research is, we say, you're so multicultural, you have different identities, but sometimes people are also lost because they don't fit, because they are never at home. So it is also, but you gain some, you lose some. That's also, on the one hand, you have a richer background to draw from, but on the other hand, you don't really fit. But on the other hand, here within this multicultural context of the school and of Luxembourg, so also it provides also a home for all these people with all these different connections. So, but thank you for the comment about the process. So I want to add a small comment on the linguistic troubles that have been mentioned. Maybe we should think of language as a process as well, or languages as dynamic, as fluid. I mean, we know from research that what Luxembourg has developed are plurilingual repertoires, that they use plurilingual resources, and not just Luxembourgers, but every person growing up living in Luxembourg. I mean, maybe we should stop compartmentalizing languages as we still do in all of the schools in Luxembourg. Maybe we should think of a plurilingual language education, a plurilingual education in general. This is just an idea. Instead of talking of langue
vehicular per subject, maybe we should open up to pluricultural diversity and plurilingual diversity in using all the resources, all the languages at hand to construct meaning. I think we have a long way to go still on that track, and that would be the most inclusive approach, that would be the most dynamic approach, and would give every participant a voice. Thank you. La question qu'il faut se poser, on parle au Luxembourg, si on parle de diversité, on parle très souvent et très rapidement de la question des langues et de la question de l'enseignement des langues. Mais je crois, et c'était un peu la remarque que quelqu'un a fait il y a, je ne sais pas, malheureusement je ne sais pas le nom, mais que c'est également une question d'éducation et d'éducation positive dans le sens de montrer un peu qu'est-ce que la plus-value d'une société multiculturelle et pas seulement du déficit des langues et de l'enseignement linguistique. Donc, un peu de ce que vous faites là comme interculturelles Lernen, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, qui manque un peu dans les écoles luxembourgeoises. Peut-être pas dans cette école-là, mais si on parle de l'allemand, de français, je ne sais pas de quelle branche, donc c'est pas vraiment la thématique, voilà, d'apprendre de manière interculturelle de comment cette société multiculturelle, comment est-ce qu'elle fonctionne. Mais encore une autre question, un commentaire. Oui, je voulais venir. Vous avez montré un slide sur ce qu'il faut en fait pour vivre l'interculturalité. Je sais pas les termes exacts. Et vous avez mentionné le volet critical thinking dans ce slide. Voilà. Et les autres choses, c'est plutôt sur la perspective, la réflexion et apprendre sur l'autre. Et je crois que c'est aussi ce qui a été présenté par Pierre. Voilà, pardon. Et je crois que si on parle d'apprentissage interculturel, ce qui est très important, c'est en fait maintenant, je vais vraiment en anglais. Awareness raising, c'est la conscientisation en fait qui va bien au-delà de la question rationnelle, parce que l'identité, mais aussi la rencontre l'un et l'autre, c'est quelque chose qui se passe souvent au niveau inconscient, et aussi les discriminations. C'est pas, il y a presque personne qui va se dire, bah, moi je vais maintenant agir comme un raciste. Non, c'est l'inverse en fait. Les gens se disent, moi je suis pas raciste, mais et après viennent les choses qu'on n'a pas consciemment comme préjugés en tête, mais on croit que c'est des faits souvent. Peut-être vous pouvez confirmer ou pas en tant que psychologue. Et là, je me dis, est-ce qu'on a les instruments dans l'éducation pour apprendre l'interculturalité qui va au-delà des faits rationnels? Je crois chaque fois qu'on thématise les choses, ça nous permet aussi d'aller au-delà juste du savoir sur l'histoire migratoire et autre chose. Mais il y a aussi des méthodes en fait pour travailler ça de façon plus approfondie. Et là, je ne sais pas si on les utilise vraiment de façon systématique. C'était la question de la madame aussi pour le soutien qu'on donne aux profs, mais aussi le soutien qu'on donne aux élèves. Et moi, je dirais qu'il faut au moins une semaine, aussi bien pour les élèves que pour les profs, qui sont réservés à cette thématique-là, à vraiment faire le trajet de tout un processus, mais investir une semaine sur toute une carrière de l'enseignement sera bien investi, parce que les personnes, ils vont mieux se sentir à l'école, mieux pouvoir apprendre, et voilà. Et là, je crois que c'est pas le cas. Si la formation des profs, par exemple, c'est une des X formations facultatives qu'on peut choisir. L'apprentissage interculturel, et souvent c'est 2 jours au lieu de 7 jours, par exemple, pour vraiment faire la chose. Bon, pour finaliser, en fait, s'il y a des personnes, aussi des élèves, qui veulent en fait faire une formation pour pouvoir donner des ateliers à d'autres, cette possibilité existe, et vous pouvez m'approcher et on peut voir si on peut organiser une telle chose. Voilà, je passe cette question peut-être à
les élèves ou qui viennent de sortir du lycée ou qui sont encore un peu au lycée. Donc, est-ce que vous avez jamais discuté ou abordé la thématique identité au pluriel et société multiculturelle avec les défis et la plus-value que ça présente pour la société luxembourgeoise? Laura, peut-être en tant qu'élève de ce lycée, est-ce que c'était jamais thématique pendant le cours d'histoire d'éducation à la citoyenneté ou qu'est-ce que tu as vécu? Well, I've experienced some education on identity, especially identity as a Luxembourger, due to the fact that I'm also in the Luxembourgish system. But I've also experienced education on identity and identifying as the person which I am, mostly in primary school, to just have pride or take pride in the person that I am and that I want to become. But I think it is very important to give teachers the flexibility during classes to talk about issues surrounding identity, surrounding discrimination. And I think the formations are very important to be held for teachers and for them not to be an option, but for them to have to take it, as the question of diversity and integration is one that is held all the time and talked about. In my opinion, not enough, especially in a country that is as diverse as here in Luxembourg. Max. Max Bittner, qui a déjà une certaine distance par rapport au lycée, il a quitté le lycée, il a l'université, maintenant c'est peut-être un autre regard sur les 7 années du lycée ou les années de l'école fondamentale. Est-ce qu'on a parlé des défis ou c'était un non-lieu? Je pense, moi je ne me rappelle pas qu'on a parlé de ça, mais je pense que c'est plutôt important pendant l'école primaire et donc l'école fondamentale de parler de ça dans le cours qu'on appelle aussi Wertunterricht, qu'on apprend vraiment, qu'on montre vraiment aux élèves que la diversité, ça fait partie aussi de la notion de luxembourgeois et que ça fait vraiment partie du ressentiment de vivre au Luxembourg. Voilà, merci. Encore une réaction, une question, madame? Oui, bonjour. Moi, je suis assistante sociale ici au lycée et moi, j'ai une question que je me pose et que je voudrais poser aux jeunes qui arrivent d'un pays étranger, qui arrivent au Luxembourg, au niveau du choc culturel. Quand ils arrivent avec leur propre culture dans un pays comme le Luxembourg, comment ils peuvent s'y retrouver d'une part parce qu'ils amènent la culture d'un pays où ils ont vécu avant, ils amènent leurs parents qui ont été éduqués dans une certaine culture et puis ils arrivent au Luxembourg où tout est tout à fait diamétralement opposé ou parfois diamétralement opposé. Et comment est-ce qu'on peut les aider et les accompagner au niveau pour les aider à trouver leur chemin. Voilà. En fait, je voulais encore faire une petite remarque, mais je vais répondre aux deux questions en même temps, car je pense qu'ils vont ensemble. D'un côté, je suis tout à fait d'accord qu'en fait, ces formations sont très importantes. Et je dirais que c'est moins le but d'apprendre quelque chose sur les autres cultures que d'apprendre quelque chose sur soi-même. On a eu cette discussion avant. Et en fait, quand on rencontre quelqu'un d'autre, on apprend quelque chose sur son pays, sur soi-même. Et c'est aussi l'approche interculturelle, en fait, c'est d'apprendre quelque chose sur soi-même. Et c'est entre autres des formations que nous proposons pour les enseignants, mais aussi pour les écoles. Malheureusement, c'est rarement qu'on a la chance de travailler pendant une semaine avec un groupe, mais ce serait possible. Mais en fait, ça va ensemble aussi avec votre question, car lors de nos formations, on parle entre autres sur la collaboration
avec les parents. Et ce qui est très important à mon avis, c'est que les enseignants aussi, ils comprennent qu'en fait, il y a ces différences culturelles et que c'est quelque chose dont on parle rarement. Qu'en fait, la façon ou le développement dans les différents pays, ça se fait d'une façon différente. Ce qui est important dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre pays. Mais quand on n'était jamais dans un autre pays, c'est difficile de comprendre, car on est souvent dans une situation qu'on pense, la façon dont nous, on le fait ici, c'est la façon à faire. Mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, à mon avis, ce qui est très important, c'est qu'il y a une bonne communication entre les parents et aussi les enseignants, et qu'on parle vraiment de tout. Qu'on fait aussi vraiment sûr qu'on parle des mêmes choses. Car souvent, on utilise des termes, mais chacun a une autre idée qu'est-ce que ça veut dire. On parle d'éducation ou on parle de l'école. Chacun sait qu'est-ce que c'est l'école. Chacun était à l'école, mais pour chacun, c'est quelque chose de différent. Et quand on vient à l'école avec ses propres idées, et on parle à quelqu'un, oui, je vais parler de l'école, car je sais qu'est-ce que c'est l'école. L'autre, il va entendre école, et il dit, oui, l'école, c'est quelque chose que je connais, mais on parle de choses tout à fait différentes. Alors, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une bonne communication et qu'on parle vraiment de tout, qu'on clarifie tout. Voilà, merci. Avec regard sur la montre, je crois qu'il faut arrêter là maintenant les questionnaires, les questions et les commentaires. Et j'aimerais, avant de faire une toute petite conclusion, la parole à Madame la directrice du lycée, qui a déjà le micro. Il ne fonctionne pas encore, je te donne le mien. Voilà, merci. So it's not so easy, I admit, to make the conclusion, because there are so many thoughts arising through the different aspects of your presentations, very enriching, but also what Laura told us that she didn't experience also some problems with living together. I think that at the school, living together in diversity, it's not taken for granted. I think it's every day that we have to work towards it to try to understand each other mutually. And also I think that we are not speaking about assimilation or integration, but inclusion. So I think that we have really to see how we can bring all together the school forward, as I mentioned before, to meet the needs of all of you. It's not easy, and I think that we are aware that it's a hard job for the teachers, because they have been socialized in a Luxembourgish quite classical system with a huge importance of languages, and they are now confronted, and they take it they take risks also to change their pedagogical approach, to change the view concerning the importance of languages. So it's not to be grammatical correct, but maybe to understand each other, to have the possibility to be critical, to express the ideas. And I think as all together, we have really to respect each other and also to try to understand, to express what is problematic, to express your feelings, and so that we can work actively and aware to bring all together the school forward. I must admit I'm very proud of all of you. We have in this small school, we have representatives from all over the world here. And each day, with each new student arriving, we have the chance, it's really a chance to develop our school further. Maybe not what is expected from all of you, but I think that we try, even if it's not always so easy. Each of you brings a lot of culture, experience, and a lot of also, I think, that interests our school. What we can't change is what you have experienced in before. But we can build together the future. And I'm very confident that, knowing all of you, the competencies, but also your commitment, that you will bring in the next generation a school, an education, that it really fits all the needs of all the children. I have no doubt about that. The Students' Committee, with Laura as president, and with a lot of very committed students, they have the challenge, and I think that they have taken the challenge to bring, and at a start we have had two communities
But we are working with common activities to bring all the students together, whereas the Luxembourg school system or the English school system. And it's due to the voices of the students that we can really have, in the future, even a better school. So thank you, Laura, for your participation, for all the students. And last word, not to forget also the parents. We have also a very committed parents committee, and they are really bringing also the voice of the parents and the family and the cultural background to our school. So thank you, Asti, for your work. Thank you, Laura, that you gave us the chance to have this conference. It was very interesting here in our school. Thank you for that. Voilà, vraiment le mot final, c'est à moi de le faire, de dire merci d'abord aux ceux qui ont présenté. Merci Elke, merci Pierre, merci également Laura et Max d'avoir pris le temps d'être ici pour discuter avec nous, discuter avec les jeunes et les adultes également. Merci au lycée pour l'accueil et finalement merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé activement en écoutant, en discutant avec nous. Merci et bonne journée et voilà. Pensez au processus.